L'objectif de la respiration, c'est d'amener l'oxygène dans les cellules. Dit comme ça paraît facile. Mais on va voir que ce processus physiologique, le fait que l'oxygène entre dans la cellule depuis le globule rouge, c'est un phénomène qui peut être limité, voire contrecarré. Donc il y a un premier métabolisme qui se met en place, c'est-à-dire des premières réactions chimiques dans la cellule qui se mettent en place. Ce glucose, il va donner du pyruvate. Donc, et en même temps, ça va donner 2 molécules d'ATP, donc 2 molécules d'énergie. Jusqu'à là, il n'y a pas besoin d'oxygène. Okay, c'est ce qu'on appelle ça un métabolisme anaérobie. Ensuite, ce pyruvate, il va pouvoir prendre d'autres formes. Il va pouvoir encore se dégrader, ça va donner d'autres choses qui derrière vont se combiner là avec l'oxygène. Et là, on passe à un métabolisme aérobie. On va produire en gros entre 35 et 40 molécules d'ATP pour une molécule de glucose. Okay ? Donc si je reste en anaérobie, très peu d'énergie. Si je passe en aérobie, j'utilise de l'oxygène, beaucoup d'énergie. Sauf que quand il n'y a plus assez d'oxygène, okay ? Quand il n'y a plus assez d'oxygène, le pyruvate, au lieu d'être utilisé pour être combiné avec de l'oxygène, à partir du glucose, il va du coup être utilisé d'une autre manière pour produire de l'acide lactique. Et là, ça se complique. On a mal. L'acide lactique, c'est ces muscles qui vont pouvoir faire mal, et globalement, on va acidifier le sang. D'accord ? Et on va avoir un terrain qui va être plus acide. Donc le problème, c'est ça normalement, ça se fait quand on poursuit un effort un peu sur la durée et qu'au bout d'un moment, on n'a plus d'oxygène. Mais si on en vient à ce que ce mécanisme-là se mette en place après très très peu de temps, et ben là, ça devient problématique. D'accord ? Parce qu'en fait, ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire que, en fait, notre corps, il n'arrive pas à utiliser l'oxygène. Donc c'est bizarre. Pourquoi ? Pourquoi c'est bizarre que le corps ne puisse pas utiliser l'oxygène ? Parce qu'à la base, on est saturé. Le sang il est saturé en oxygène entre 95 et 99%. Donc la saturation du sang en oxygène, ça veut dire la portion du sang où il y a où l'oxygène est rattaché à de l'hémoglobine. Okay, quand on descend en saturation, par exemple, en dessous de, quand on commence à être en dessous de 95, ça commence à être, d'un point de vue médical, on va dire, qu'est-ce qui se passe ? Quand on commence à descendre en dessous de 90, ça commence à être problématique, et de plus en plus. Donc ça veut dire que, en fait, notre sang, on respire, l'air arrive dans les poumons, avec dedans de l'oxygène, et c'est là que l'oxygène doit se fixer sur les globules rouges pour ensuite repartir dans la grande circulation, et que le cœur renvoie partout. Et là, le truc, c'est que il y a une affinité qui est beaucoup trop faible finalement, parce que l'oxygène n'arrive pas à s'attacher à l'hémoglobine. Du coup, on a une faible saturation. Et ça, je referme la parenthèse, c'est quand ça se dérègle. Sauf que là, je vous parle pas de ce cas-là. Moi, je vous parle du cas où on a une saturation normale, entre 95 et 99%. Qu'est-ce qui fait que l'oxygène ne va pas rentrer assez dans nos cellules et qui va faire que rapidement le métabolisme anaérobie va se mettre en place alors qu'on devrait rester en métabolisme aérobie. Qu'est-ce qui fait que l'oxygène entre dans les cellules ? Non. Il y a une loi, ça s'appelle l'effet Bohr. Alors l'effet Bohr, tout le monde s'en fout depuis 1904, alors que Christian Bohr l'a mis en lumière. L'effet Bohr, c'est la loi physiologique qui dit que plus la concentration en dioxyde de carbone, en CO2, donc ce gaz qui est un peu réputé mauvais, alors que pas du tout, plus la concentration en CO2 augmente, plus l'oxygène rentre dans les cellules. Qu'est-ce qui se passe quand on hyperventile ? Quand on vient à hyperventiler, notamment par la bouche. Vous savez que c'est pas très bon pour la santé d'hyperventiler. Oui ? Pourquoi on hyperventile ? Comment ? Non. Inverse. Trop de CO2. On a trop de CO2 dans le corps. Si le niveau de CO2 augmente dans le corps, ça veut dire que mon pH devient plus acide. Donc danger.
Okay, quand vous avez déjà peut-être retenu votre respiration longtemps ou sous l'eau, au bout d'un moment, ça commence à être très inconfortable. Okay, c'est parce que c'est le CO2 qui s'accumule, je suis en apnée. Okay, donc je suis en apnée, donc je ne permets pas au CO2 de sortir, donc il s'accumule. Ça va créer des spasmes, ça va créer notamment des situations d'inconfort, et ça va derrière peut aussi créer de l'angoisse. Quand vous êtes sous l'eau et que vous avez besoin de respirer, au dernier moment vous vous dites putain, est-ce que je vais arriver à sortir de l'eau? On l'a un peu tous vécu peut-être. Pourquoi il y a cette angoisse et cette panique? Parce que c'est relié, c'est en canal direct avec vos amygdales cérébrales, cette fameuse glande qui gère la fonction respiratoire, qui gère aussi tout ce qui est peur et qui donne des indications, qui quelque part vraiment manage l'hippocampe qui a son rôle dans la mémoire émotionnelle et dans les émotions en tout cas. D'accord? C'est en canal direct, c'est-à-dire que vous avez des récepteurs au niveau sanguin qui sont sensibles à l'élévation du niveau de CO2, et quand j'ai une forte sensibilité, donc quand je suis hypersensible par rapport au niveau de CO2, et ben le moindre niveau de CO2, je vais dire oh là là, danger, je vais envoyer un message au cerveau, aux amygdales, et je vais dire danger, respire. On va respirer comme ça. Et on va être comme ça toute la journée. Donc ça pourrait être le cas justement par rapport à la gestion du stress, ça peut être le cas, on ne sait pas pourquoi notre corps un peu se dérègle comme ça et on se met à faire ça, ça peut être le cas, on va faire des apnées du sommeil, etc. Et ça peut conduire au bout d'un moment à rétrécir les voies respiratoires, ce qui va donner derrière du ronflement. Quand on ronfle et qu'on a l'habitude de respirer par le nez, c'est vraiment l'histoire, et même par la bouche, quand on inspire par le nez ou par la bouche, le point commun avec le ronflement, c'est le rétrécissement des voies respiratoires. Après, bonne nouvelle, ça peut se réagrandir. Je vous donnerai pourquoi. Mais le truc, c'est que si vous respirez par le nez, derrière, vous avez des tissus dans la gorge qui doivent être stimulés à une certaine pression. S'ils ne sont pas stimulés à la bonne pression, ils vont venir s'affaisser comme un muscle qui va devenir mou, et du coup, ça va vibrer un petit peu plus. Si c'est un peu plus tonique, ça va moins vibrer. D'accord? Quand on ronfle plus en inspirant par la bouche, c'est le palais en fait il y a une tonicité générale au niveau, on va dire, de la sphère buccale, qui du coup va faire vibrer un peu plus le palais. Donc on appelle ça le palais mou. Voilà, il peut y avoir une combinaison des deux aussi. Mais en tout cas, le point commun, c'est le rétrécissement des voies respiratoires. Donc, je reviens à l'hyperventilation. Où j'en étais? Donc on en était sur le fait, oui voilà, le canal direct avec les amygdales cérébrales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand le CO2 augmente, à la fois ça génère de l'acidité, ça peut générer des spasmes, tout ce qui est phénomène de crampes, douleurs à répétition, douleurs musculaires, quand vous appuyez sur un muscle qui est douloureux directement, c'est qu'il y a trop d'acide dedans. D'accord? Normalement, c'est juste un terrain inflammatoire qui est fait pour que justement le sang il soit appelé par cet endroit-là et qui répare ça en premier. Mais le truc c'est que quand ça reste, c'est pas normal. Donc il y a une accumulation. Donc on a du mal à extérioriser ça, à expulser le CO2. Donc on va avoir donc augmentation du pH, cette acidité qui peut aussi générer des douleurs musculaires et aussi au niveau on va dire psycho-émotionnel d'un peu de l'anxiété et ou de l'angoisse à répétition. Tout ça, c'est lié au niveau de CO2. Il peut y avoir en parallèle et de manière des fois négligeable le paramètre psychologique, souvenirs, traumas, etc. Mais il y a des études aussi qui ont montré que là où on croyait qu'il y avait forcément des traumas, juste en réglant la respiration et en rééduquant ces récepteurs à revenir à un seuil normal, il n'y avait plus de problème d'anxiété. Donc c'est-à-dire que la respiration, quoi qu'il arrive, s'il y a un paramètre psychologique, c'est de toute façon une base et quelque chose qui va aider, mais que c'est aussi possible que ce soit que un désordre au niveau de la respiration. Je ne vais pas forcément mal dans ma tête. Donc ça veut dire qu'avant toute chose, même avant de se demander si je vais mal dans ma tête ou si j'ai quelque chose vraiment à travailler là-dessus, à déprogrammer en termes de croyances et croyances limitantes, et bien déjà, se concentrer sur la respiration, ça paraît plus logique d'un point de vue physiologique. Ok ? Donc, je récapitule, on hyperventile parce que on a besoin du coup d'extérioriser un trop plein de CO2.
Parce que ça va pas d'un point de vue plus physique, d'un point de vue plus mental, peu importe. Okay, il faut qu'on extériorise. Du coup, en faisant ça, en passant par la bouche, ça va être plus rapide, plus confortable et ça permet d'expulser rapidement du CO2. Maintenant, pourquoi des personnes qui vont hyperventiler vont avoir tendance à la longue à avoir le nez un petit peu bouché ou faire de l'obstruction nasale. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ouais. Et qui va notamment être une cause aussi souvent du ronflement. En tout cas, pourquoi à votre avis le nez derrière se met à se boucher? Pour limiter la sortie en CO2. Alors c'est paradoxal. Alors tout ce qu'on raconte aujourd'hui c'est très contre-intuitif. Donc ça fait mal à la tête. Donc j'ai trop de CO2 dans le corps. Alerte, je sors du CO2. Je le fais de manière un peu involontaire, je subis le truc, j'hyperventile par la bouche. Sauf que vous avez compris que comme c'est un certain niveau de CO2 qui permet que l'oxygène entre dans les cellules. Si j'ai plus de CO2 ou un niveau beaucoup trop bas, je meurs. L'oxygène ne peut plus rentrer dans les cellules, j'ai plus d'énergie. Donc il ne faut pas non plus trop en sortir. Donc le corps il fait quoi? Il bouche le nez. Il garde la voie rapide, qui est quand même l'autoroute pour sortir le CO2, et on va boucher les petites artères. Parce que même quand on hyperventile par la bouche, il y a toujours un peu d'air qui sort par le nez. Le nez n'est pas complètement bouché. Et ça va venir à se boucher quand on va vraiment le subir, et que derrière, pour empêcher qu'il y ait trop de CO2 qui sorte. Et on reste en buccal. Et là, pour le coup, ça commence à être encore plus problématique. Et sur des obstructions nasales sévères, le médical n'a pas de moyens. Les seules issues qu'ils ont, et vous le retrouverez dans ce livre-là d'ailleurs, de James Nestor, qui est un journaliste scientifique qui a fait une investigation depuis 10 ans sur la respiration, c'est juste fascinant. Il y a même des choses derrière, il raconte sur YouTube, et lui, à un moment, il parle de l'obstruction nasale, il raconte avec des témoignages de personnes qu'il a rencontrées, des personnes qui en fait, quand on leur a du coup enlevé certains cornets au niveau nasal qui étaient responsables de l'obstruction, soit qui ne fonctionnaient plus, soit qui s'étaient un peu hypertrophiés, parce que comme ils ne l'ont pas utilisé, ça s'est agglutiné. Quand ils ont coupé ça, le témoignage raconte, il y a des personnes qui ont vraiment envie de se suicider à chaque inspiration. Parce qu'en fait, ils disent que ça arrive à une puissance, c'est juste inimaginable. Et donc, c'est juste pour vous dire à quel point, en fait, déjà d'une, on est démuni par rapport à ça, quand ça arrive à ce moment-là d'un point de vue médical, je parle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire ça, c'est des opérations à grand risque avec ce risque-là. On ne sait pas faire de greffe, tout ça, voilà. Donc, sur le nez, ça reste une machinerie un peu exceptionnelle, je vais vous en parler juste après. Mais donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est pour ça que ça se met en place, en fait, derrière quand le nez se bouche. Ok ? Quand vous avez un petit rhume, qui a le côté un peu bactérie, mais il y a aussi le fait qu'on a besoin de garder aussi du CO2. Quand on a des rhumes à répétition, on a besoin de garder du CO2 en fait pour que l'énergie elle rentre. Donc du coup, quand on a des rhumes à répétition, ça veut dire qu'en fait on a un terrain hyperventilatoire. Ou alors qu'on a un terrain où au niveau alvéolaire, là dans la respiration, pour expulser le CO2, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Peut-être qu'on a un déficit en bicarbonate parce que nos reins ne fonctionnent pas assez bien. En fait, le CO2, pour sortir du corps, donc l'oxygène rentre dans les cellules, voilà, quand il y a de l'anaérobie qui se met en place, il y a de l'acide qui sort, il y a du CO2 qui sort. Le CO2 il va se combiner avec l'eau. CO2 plus H2O. Ça va donner HCO3- plus H+. HCO3- c'est des ions bicarbonate. H+, c'est de l'hydrogène, et c'est un proton, donc c'est acide. H+, c'est cherché positivement, c'est acide. Ok ? Et en fait, quand ça va remonter tout ça, il y a des choses qui vont passer par le sang, et d'autres choses qui vont passer dans l'hémoglobine. L'hydrogène, le H+, il va, en gros, l'hémoglobine, le globule rouge, il arrive dans la cellule, il libère de l'oxygène, il dit « Tiens, je te donne de l'oxygène, est-ce que tu as du CO2 pour me payer ?» « Oui, j'ai du CO2. » Ok, il envoie le CO2. Ok, moi je récupère le CO2, je suis le globule rouge, je prends juste le H+, et le bicarbonate, je le laisse aller, il remonte avec d'autres voies. Moi je récupère du H+, parce que moi, globule rouge, quand je vais remonter derrière pour être proche des poumons, je vais utiliser le H+, pour recombiner avec du bicarbonate ou avec d'autres choses, ou avec de l'eau pour faire d'autres choses, et pour permettre en tout cas que le CO2 il sorte. Mais quand on a du mal en fait quand on évacue trop de CO2,
il y a un moment où on va pouvoir avoir une carence en bicarbonate. Et du coup, les reins ils vont relarguer du bicarbonate qu'ils ont en stock, qui peuvent produire en gros aussi en cas de stress chronique. Et au bout d'un moment, ils vont s'épuiser. Un des grands phénomènes d'insuffisance rénale, c'est notamment ça. C'est exactement ça. C'est une incapacité à gérer sa balance de gaz, CO2, O2. Ok ? Donc voilà. Ça, c'est ce qui se passe quand on est un peu trop stressé, quand on peut avoir des douleurs qui ont du mal à guérir, quand on peut avoir du mal à perdre du poids, parce que tout ça, c'est une machinerie qui, par exemple, sur la question de la perte de poids, sur 10 kilos que je vais perdre, 80% de mes kilos, je vais les perdre par l'expiration. Parce que c'est du CO2 et de la vapeur d'eau qui sort au final. Tout va se jouer parce que un tissu, enfin une cellule qui a parce que quand je suis en surpoids globalement, c'est mes cellules qui sont en surpoids. Ok ? Donc c'est-à-dire qu'une cellule, quand elle va libérer c'est ce qu'on appelle des surcharges métaboliques, tout simplement, ça va se transformer derrière en acide et en CO2. Et ça, faut le sortir, tout simplement. Donc 80% passe par l'expiration. Donc aujourd'hui, d'un point de vue médical et d'un point de vue de la respiration, pour faciliter la perte de poids, il faut respirer en nasal et il faut faire des exercices où on va allonger l'expiration régulièrement. Tout simplement. Ok ? Donc voilà, est-ce que par rapport à ça, il y a des questions ? Est-ce que c'est plus clair pour vous ? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu floues ? Ça va ? Les mécanismes dont tu as parlé, ce sont des mécanismes qui sont censés être naturels et qui deviennent compliqués avec la vie. Alors il y a eu des moments dans l'évolution, donc par exemple depuis les années 1800, là où on a commencé au niveau humanité à manger beaucoup plus mou, parce qu'il y a eu un nouvel ère sur l'ère industrielle et notamment agroalimentaire. Et les visages se sont affinés, notamment d'abord les visages européens, mais en gros, plus vous avez un visage un peu qui s'affine avec une mâchoire un peu moins proéminente, plus vous avez des voies respiratoires qui sont atrophiées. Et de la même manière, on a remarqué depuis les années 1800 vraiment un saut énorme dans la rétrognatsie, donc les dents du bas qui sont légèrement en arrière. Donc moi par exemple, elles sont légèrement en arrière mes dents du haut, mais à la base elles devraient être à niveau ou légèrement en avant. Ce qui derrière dégage ici. Si ça recule là, ça vient reculer. Okay, donc ça vient rétrécir. Donc par exemple, il y a eu ça. Donc le fait de manger mou trop souvent, c'est le meilleur moyen pour atrophier ses voies respiratoires. Donc c'est pour ça qu'on dit que manger des bâtons de réglisse, manger des choses dures, moi quand je suis posé quelque part, je me fais un pot avec des racines. Mettre du pissenlit, de la bardane, des baies génévriers, des trucs qui sont un peu durs. Si vous faites des crudités, variez. Faites pas toujours que des choses où vous n'avez pas besoin de mâcher. Des fois, faut mâcher quoi. Donc c'est pour ça que vous avez des bons chewing-gums qui existent, vous avez les gommes turques, vous avez les bâtons de réglisse, des trucs, mais voilà, faut y aller. Faut se faire les dents un peu comme des chiens pour se remettre ça, parce qu'il y a eu une corrélation directe qui a été observée entre l'atrophie des muscles maxillaires et le rétrécissement des voies respiratoires. Et dans les deux sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont même fait des études où le fait avec de mâcher régulièrement, etc., avec des exercices de respiration, ça réouvrait. Donc c'est vraiment réversible comme phénomène. Donc il y a ça, et puis c'est le passage en respiration buccale globalement. Ok, et j'en viens du coup à mon deuxième point, s'il n'y a pas d'autres questions, mais c'est la respiration nasale. Ok, la respiration nasale, c'est quelque chose qui est fondamental, et on va faire tout de suite des petits exercices pour sentir la différence, et ça va me permettre de vous expliquer ça. Ok, on va faire 4 respirations. La première, on va simplement respirer par le nez, ok, où on va inspirer globalement sur 3-4 temps et on va expirer en doublant sur 8 temps. Donc je vais compter, je vais vous guider, on va faire ça juste pendant 45 secondes. Deuxième respiration, on va respirer comme ça. Ok, donc on va
on va respirer comme ça pendant 30 secondes. Ensuite, on va respirer, on va faire ce qu'on appelle la respiration carrée. Donc on va inspirer, tout va se faire en nasal. On va inspirer sur 4 temps. On va bloquer en haut sur 4 temps. On va expirer sur 4 temps. On va bloquer en bas sur 4 temps. Quand je dis bloquer, c'est des mini-apnées. Okay, donc 4, 4, 4, 4. On va faire ça pendant pareil 45 secondes. Et le dernier, on fera narine alternée. Donc on inspirera de la narine. Arrivé en haut, je change et j'expire. Et arrivé en bas, je repars du même côté et je fais ça. On fait juste ça et ensuite on va voir, ça va me permettre de vous expliquer un peu plus. Et sauf qu'après chaque respiration, je vais vous demander, je vais faire ça, vous allez tout de suite ouvrir les yeux et je vais vous demander de voir comment vous vous sentez, quel effet ça a eu sur vous, ok ? Simplement sans se prendre la tête. Ça va ? Ça va ? Oui ? Oui, enfin, je fais de l'anémie en fait, mais bon, je sens ça. Ouais ? Bah, si tu veux de l'eau, si tu veux un petit... T'as tout ce qu'il faut ? Ok. Je sors d'un jeûne en fait. Ah oui ? Ok. Ah, moi, si tu sors d'un jeûne, ouais. Je n'ai pas encore mis les éléments qui permettent de fixer le fer. Donc... Ok. Ça va. Tu te gères. Ok, on y va. Alors bon, voilà, asseyez-vous confortablement. Bon, là c'est cool, vous êtes un peu en pente, donc normalement vous êtes bien. L'idée c'est toujours d'imaginer juste, pas d'être complètement relâché, mais juste de s'auto-agrandir, hein, comme s'il y avait un petit fil entre le bas du dos et le haut de mon crâne qui me tire légèrement vers le haut, voilà, sans non plus forcer. Si on est assis comme moi, plutôt dans cette position-là, avoir les deux pieds au sol, voilà, bien ancrés, et c'est plus simple. Ok ? Donc là, allez-y, vous pouvez fermer les yeux, simplement respirer par le nez, déjà dans un premier temps. On respire uniquement par le nez, et je vais compter, tout le monde va vider l'air de ses poumons, tout le monde va expirer, et inspire, 1, 2, 3, 4, expire, sur 8 temps, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Inspire, 2, 3, 4, expire. Tout se fait avec le nez, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, dernière, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouvrez les yeux, regardez comment vous vous sentez, comment ça vous a mis. Retenez la sensation. Voilà, vous pouvez regarder aussi les yeux fermés, comment ça vous a mis. Ok, tout le monde a retenu ? Ouais, on passe à la deuxième. Alors la deuxième, tout se fait avec la bouche. Ok ? On va faire ça pendant à peu près 20-30 secondes. Vous vous calez sur mon rythme. Ça marche ? On expire. Top. Ouvrez les yeux. Regardez comment ça vous a mis. Respirez à nouveau par le nez. Fermez les yeux. Voyez comment ça vous a mis. Ça va ? Vous avez pu voir la différence ? Maintenant, on fait la respiration carrée. Donc, inspire, bloc, donc je vais inspirer.
Je retire ma respiration en haut, 4 temps. J'expire par le nez. Et je bloque en bas 4 temps. Deuxième consigne, relâchez-vous. Et si possible, tout doit se faire en silence. Donc vous-même, vous ne devez pas entendre votre respiration. Ok? Ça marche? On y va? Allez, on fait ça pendant 1 minute. Allez, c'est parti. Tout le monde expirez par le nez. Et on y va. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 3. Expire. 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4. Bloc. Expire. Bloc. Ok, top. Il faut ouvrir les yeux. Respiration nasale. Vous voyez comment ça vous met. Ça va? Et maintenant on fait le dernier. Donc on va prendre notre index et notre pouce. Et on va donc inspirer sur environ 5 temps. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. En haut, je change de narine. Et j'expire de l'autre côté. 5. Je réinspire même narine. Je change en haut. Et j'expire. Ok? Et on fait ça pendant 45 secondes. Allez, c'est parti. Videz l'air de vos poumons. Et on y va. Une narine. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Change. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Réinspire. 1, 2, 3, 4, 5. Change. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Réinspire. 1, 2, 3, 4, 5. Change. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Même narine. Réinspire. Même narine. 1. Yannick, même narine. 5. Change. Expire. 2, 3, 4, 5. On repart. 1, 2, 3, 4, 5. Change. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez tout seul. Faites-vous 2 allers-retours. Ok, top. Allez, ouvrez les yeux. Regardez comment ça vous met. Vous pouvez regarder aussi en fermant les yeux. Alors, quelle différence? Est-ce que vous avez senti des différences? Et si oui, lesquelles? Ben, le premier, j'arrive à dormir. Ouais. Et le dernier, ben, ça m'a boosté. Les narines? Les narines. Ok. Et entre les deux, ben, Celle avec la bouche? oui, ça m'a fait, en fait, ça me donnait envie d'éternuer, en fait. Ça me... Ok. Ouais. Et l'autre, je sais La carrée? pas. La carré, relaxé. Ok. Ok. Les autres? Le deuxième, ça m'a donné. J'ai senti que ça accélérait mon rythme cardiaque. Ouais. Ok. Normal. D'être essoufflé en respirant par la bouche. Essoufflé? Ouais. La première, j'ai pas senti, j'ai senti du bien-être, mais tout simplement quand j'ai ouvert les yeux, j'ai eu l'impression que tout était plus clair. Sur la première. La première. La deuxième, C'est chiant. j'ai eu la tête qui tournait un peu et puis la bouche qui se desséchait. La troisième, c'était
Ah oui, là, Le carré. le carré, là, je me suis sentie extrêmement relaxée. J'avais envie de me coucher, de continuer à dormir. Et la quatrième, voilà, comme s'il y a une remontée d'énergie. Ok, super. Les autres, des choses différentes? Au niveau de la vision, j'ai eu, après le quatrième, j'ai eu l'impression de voir des couleurs plus claires, plus vives. Les narines alternées? Et au niveau du deuxième, non, le carré. Le carré, là, le carré, j'ai senti aussi une grande détente. Ok, super. D'autres choses? Voilà. Enfin, moi, c'est la première. Comme madame, j'avais l'impression que les couleurs étaient plus vives. Le vert des feuilles était plus pétillant. La deuxième, j'avais des picotements dans les pieds. Il y en a une qui m'a... Je crois que c'était celle où on faisait des pauses. J'avais l'impression d'être plus relaxée. Et puis, je me rappelle plus les autres. Ok. Ouais, ok. Avec la bouche là. Les narines alternées? Oui, c'était celle-là où j'avais... Ah non, les narines alternées où j'ai bien aimé la sensation que j'avais. Il y en a une où j'avais envie de paniquer, je savais pas trop... La carrée ou Je la... crois que c'était... Non, celle avec Avec la bouche? Ouais. J'ai commencé à être dans mon cerveau, après j'ai enlevé mon cerveau, je suis restée dans mon corps, mon cerveau est revenu, je suis restée dans mon corps, ça s'est bien passé. Mais j'ai eu un petit moment où j'ai eu envie de paniquer, je sais pas pourquoi. Ouais. C'est logique. C'est normal. Ok. Pour la deuxième, j'ai ressenti de la chaleur et en alerte. Ouais. Ok. Alors que celle juste après, la carrée, c'était relaxé. Ok. Tu voulais dire quelque chose? Avec la bouche, pas une sensation pas très agréable. Pas ouf, hein. Inconfortable. Ok. Alors, le premier exercice, c'est une sensation d'apaisement après. Et puis le carré aussi, la même sensation. Ok, cool. Alors je vais vous raconter des choses par rapport à tout ça. Est-ce que sinon quelqu'un est un peu pris du nez là, aujourd'hui, légèrement? Ouais, un petit peu. C'est souvent comme ça ou c'est juste aujourd'hui un peu? Depuis 3 mois. Ok, super. On va faire un exercice justement pour décongestionner le nez, qui est aussi très bon pour la digestion et notamment anti-constipation. Je dirais ce qui se passe après un peu plus physiologique, mais on va le faire. On va le faire 3 fois de suite, c'est très simple. J'inspire, j'expire par le nez, je bouche mon nez, donc pas besoin d'appuyer un fond, juste en bas là. Ok, je vais boucher et je vais partir en apnée. Donc j'expire et je pars en apnée. Et je vais bouger la tête. Je vais bouger la tête comme ça, je peux bouger la tête comme ça, je peux faire des cercles tranquillement, mais l'idée c'est de bouger et d'aller vraiment un peu pousser un peu l'apnée. D'aller vraiment à ce que ce soit un peu difficile, à la fin on doit quand même ressentir de la chaleur, ce côté où c'est désagréable. Après vous inquiétez pas, il peut rien vous arriver, c'est impossible pour un être humain de se quelque part de se mettre en danger. Il n'y a que vraiment les personnes qui ont des seuils de tolérance très très élevés au CO2 qui peuvent s'évanouir, aller jusqu'à l'évanouissement. Mais encore une fois, ils ne sont pas en danger. Mais là, on n'en est pas là du tout. Là, on parle de grands apnéistes, etc. Donc, on va faire ça et on pousse un peu. D'accord? On va chercher quand même une difficulté 8 sur 10, 9 sur 10. Ok? Ensuite, on récupère. Voilà, 10 secondes. On recommence. On fait 3 fois de suite. Ça marche? Et on voit ce que ça, si ça, et maintenant, juste là, prenez, je vais vous laisser 10 secondes avant de partir, vous respirez par le nez, essayez de vous retenir comment c'est dégagé actuellement, et vous verrez la différence. Ok? On y va? Donc ça, c'est une respiration très concrète, à reproduire. On vide des poumons ou au contraire? Je vous guide, oui, on va vider. À chaque fois, les apnées, elles se font poumon vide. Ouais. On y va? Allez, donc là, vous respirez par le nez, fermez les yeux, respirez par le nez. Prenez le temps, reprenez conscience de vos respirations nasales, voir un peu ce que ça fait, comment vous respirez par le nez, comment c'est dégagé. Allez, on fait encore 2 respirations, inspire, expire. Allez, dernière inspire, dernière expire, on expire et on se bouche le nez.
Et on part en apnée. Et c'est parti. Et on bouge la tête. On est en apnée, on bouge la tête. Allez, on bouge la tête. Et on tient. Et on continue. Quand ça sera trop dur, vous reprenez votre respiration nasale. Quand ce sera vraiment trop dur. Allez, on continue. Ceux qui peuvent tenir encore, vous y allez. Les autres, vous reprenez, vous restez en conscience de respiration nasale. Allez, on reste en respiration nasale. Vous récupérez environ 10 secondes et vous repartez. Parce que comme là vous êtes décalé, ensuite vous expirez et vous repartez. Allez, une troisième fois, on récupère 10 secondes. Allez, on essaie de ne pas respirer par la bouche. Et on y retourne une troisième fois. On expire. Ok, maintenant tout le monde reprend respiration nasale. Est-ce que ça s'est un peu dégagé? Ouais. Beaucoup, pas beaucoup. Notamment les... Hein? C'est rigolo? Ça s'est dégagé un peu? Et puis avec une capacité à rester sans respirer longtemps. Toi aussi, ça s'est dégagé un peu? Ok. Ça, vous faites ça entre 3 et 10 fois. Voilà, tout simplement. Prenez 10 à 20 secondes de récup entre chaque. Là, vous allez reparamétrer pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? En fait, sur quelle ficelle on a tiré? Et ça, pareil, pour moi, c'est un enseignement important. C'est sur quelle ficelle on tire pour provoquer tel ou tel effet. On parlait de pharmacie naturelle en introduction. C'est vraiment ça. Quand j'allonge l'expiration par rapport à l'inspiration, donc c'était la première respiration, j'appuie sur la pédale de frein. C'était la première respiration. J'appuie sur la pédale de frein, donc calme. Quand j'allonge l'inspiration, donc c'était la deuxième, okay, c'était plus long à l'inspiration qu'à l'expiration, j'appuie sur la pédale d'accélération. Ça va jusque-là, simple. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment on accélère? Comment on ralentit? On a, au niveau de notre système nerveux autonome, deux types de systèmes nerveux. Le système nerveux sympathique, le système nerveux qui nous permet de, on va dire, nous exciter, nous chauffer. Et ça, c'est un système nerveux qui est au niveau du innervé ou au niveau du haut des poumons. Donc là, vous captez toute l'histoire aussi de l'hyperventilation, en quoi c'est aussi lié à ce métabolisme anaérobie, qui lui-même est lié à un système excitant, sympathique. En sport, par exemple, quand on fait des sprints, des choses explosives, on est sur une filière anaérobique, lactique ou alactique, avec ou même sans production d'acide lactique. Quand on fait un sprint de 30 mètres, même pas, de 20 mètres, on va courir entre 3 et 7 secondes. Il y a même pas c'est sans oxygène, mais c'est même sans production d'acide lactique, parce qu'on est sur une autre réserve, ça s'appelle des phosphocréatines. Donc il y a toujours une histoire autour du phosphate, parce que triphosphate, l'énergie, c'est toujours autour un peu de ça. Vous pourrez vous amuser à regarder là-dessus. Mais en tout cas, quand on passe en filière anaérobie lactique, donc avec production d'acide lactique, on est sur des choses qui sont du coup explosives. Et ça, c'est lié au système nerveux sympathique. D'où les pics un peu des fois d'humeur, d'émotion,
les petites douleurs vives, des choses comme ça. C'est une suractivation de ce système-là. De nature, le corps, il est beaucoup plus branché sur le parasympathique, donc qui est l'autre système nerveux, qui est à l'opposé du précédent, et qui est plus innervé au bas des poumons. D'où la consigne que vous avez peut-être déjà entendue de respirer par le ventre. Quand on respire par le ventre, du coup l'air il va être beaucoup plus envoyé en bas, donc beaucoup plus de stimulation des nerfs qui sont au bas des poumons. Le parasympathique qui va calmer, qui va régénérer, c'est là-dessus qu'on est branché quand on dort, quand on a des insomnies ou des difficultés de sommeil, c'est qu'on a le sympathique qui est trop activé ou qui des fois va s'activer de manière involontaire. D'accord ? Donc on a ces deux systèmes nerveux-là. Quand je passe aussi par la bouche, j'utilise mes muscles respiratoires accessoires, notamment les scalènes qui sont là, le sternocléido-mastoïdien qui est un peu derrière, qui va tirer la cage thoracique vers le haut pour que les poumons ils puissent avoir un peu plus d'espace. Mais ça, c'est un reliquat qu'on a de l'évolution, parce que quand on était en situation de survie, qu'on devait amener rapidement de l'énergie, on passait par la bouche pour amener de l'énergie ici. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen pour sécréter de l'adrénaline, et ensuite pour amener de l'énergie au niveau des bras pour se battre et au niveau de la mâchoire pour mordre. Ok, donc c'est logique. Et donc ça, on va tirer la cage thoracique vers le haut. Donc quand on a des douleurs au cou répétées, au cervical, au trapèze, ok, pareil, suractivation du sympathique, mais aussi du coup du buccal ou alors juste de ces muscles respiratoires accessoires, parce que bien sûr, je peux faire un peu les deux, donc ça peut être aussi carrément désordonné. Mais en tout cas, il y a un manque de relâchement et une sous-utilisation des muscles respiratoires principaux, qui sont le diaphragme et certains intercostaux. Okay, quand on a des douleurs intercostales, c'est parce qu'ils sont sous-utilisés. Et donc du coup, ils vont se crisper. Une éponge que vous n'utilisez pas, elle fait quoi ? Elle se crispe. Okay, et à la fin, elle se délite carrément. Bah, c'est exactement la même chose. Okay, un muscle, c'est une éponge. Donc, nasal, déjà on était sur inspiration-expiration. Okay, j'allonge l'inspi, je m'excite, surstimulation sympathique, j'allonge l'expi, là je suis sur le para. Donc vous avez un pic de stress, vous avez besoin de vous calmer pour une raison X ou Y, respiration nasale et j'allonge l'expi. Hyper efficace et favorise aussi la sortie du CO2, la perte de poids. Donc en cas de stress ou en cas de volonté de perdre du poids. Ensuite, le nasal versus buccal, respirer par le nez ou la bouche. La différence, vous avez vu qu'on a respiré par la bouche, il y a aussi ce côté où ça devient hyper sec, rapide. Quand vous vous réveillez la nuit et que vous avez soif, à part si vraiment vous avez pris un coup de chaud, qu'il y a une grosse chaleur inopinée, mais si c'est vraiment chronique, ça veut dire que quelque part, normalement, on ne devrait pas ressentir ça, parce qu'on devrait respirer par le nez aussi pendant la nuit. Donc si on se retrouve vraiment avec la gorge asséchée, c'est qu'on a trop respiré par la bouche. Et ça, il y a des techniques qui sont très simples, donc après, ça vous reviendrez vers moi, il y a juste 2-3 choses à savoir par rapport à ça, mais vous avez peut-être entendu parler de dormir avec un sparadrap sur la bouche la nuit, qui force la respiration nasale. Donc ça, c'est notamment, soit vous mettez un sparadrap, mais le mieux, vous avez ce qu'on appelle les myotapes, qui sont vraiment conçus pour ça, d'un point de vue médical. C'est autour de la bouche, pour pas avoir un truc sur la bouche. Mais sinon, donc vous mettez ça autour de la bouche, et ça va vous mettre une légère pression, et ça va vraiment vous empêcher de respirer par la bouche la nuit. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le myotape, M-Y-O-T-A-P-E. Ça a l'air angoissant comme méthode. Oui, Ça peut paraître angoissant, mais je vous assure que c'est ce qui peut vraiment vous sauver votre sommeil. Okay, c'est vraiment très réparateur. Parce que ce qui se passe quand on respire par le nez, l'air qui rentre, déjà il est mis à la bonne pression. Sinon, vous vous souvenez, ça ne va pas venir taper à la bonne pression les tissus mous. Et ça va venir atrophier vos voies respiratoires. Ensuite, ça va l'humidifier ou l'assécher en fonction de comment il entre. S'il est trop sec ou trop humide. Ça va aussi le réchauffer ou le refroidir. Ok ? Ça va ensuite permettre la production de l'oxyde nitrique, qui est une molécule pareil, un petit peu miracle, entre guillemets, mais c'est une molécule qui est créée uniquement si on respire par le nez. Et cette molécule, qu'est-ce qu'elle fait ?
elle relâche les muscles lisses. Donc les muscles lisses, c'est les muscles profonds, mais c'est aussi tous les muscles, tous les tissus de vos viscères. D'accord ? Ça dilate les capillaires. Donc là, on stimule, ça veut dire qu'on stimule le parasympathique. Parce que quand on est sur le sympathique et quand on inspire, on accélère, nos vaisseaux sanguins se compriment. Quand on expire, ils se dilatent, ils se relâchent. Okay ? Et l'oxyde nitrique, en plus, va rajouter du relâchement. Donc ça, d'un point de vue, tout ce qui est autour de la pression artérielle, de la pression des vaisseaux sanguins, c'est hyper important. Okay ? Donc il y a ça. Et ensuite, l'oxyde nitrique facilite l'absorption de l'oxygène. Parce qu'en fait, ça va jouer sur la viscosité sanguine, mais au niveau surtout de la viscosité des globules rouges. Donc, c'est-à-dire que ça va diminuer l'affinité entre l'hémoglobine et l'oxygène, parce que l'oxygène il est accroché sur votre hémoglobine, qui est une protéine sur laquelle s'attache l'oxygène dans le globule rouge. S'il y a trop d'affinité, l'oxygène il est très collé. Et au moment où il faut sortir, il va y aller un peu lentement, ça va être plus dur. Quand il y a moins d'affinité, alors ça va être plus fluide. Okay, l'oxyde nitrique c'est une molécule qui va réguler la viscosité du globule rouge pour que l'oxygène, s'il a envie de se détacher, il se détache tranquille. D'accord ? C'est comme la loi de l'amour, voilà. Laisse l'autre complètement libre, autonome et ça se passera bien. Donc, du coup, l'oxyde nitrique c'est produit que si vous respirez par le nez. Ok, par la bouche non. Donc ça fait beaucoup de choses par rapport au nez. Ensuite, c'est lié aussi à tout ce qui est olfactif. Vous savez que 80% aussi du goût, en fait, c'est grâce au nez. Ce sont des arômes qui remontent, qui sont transformés. Il y a des signaux nerveux qui sont transformés par rapport à certaines papilles gustatives au fond de la langue et derrière qui remontent au niveau du nez. Ok, et donc ça se passe au niveau du nez. Et ensuite, au niveau du branchement cérébral, on va dire, vous avez que 2 points de contact au niveau du nez, alors que sur d'autres espaces du cerveau qui sont liés au sens, il y a en général 4 points de contact. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus direct au niveau du nez. Ok ? Et enfin, c'est lié à, par exemple, on sait que par exemple des enfants qui ont des difficultés on va dire des troubles de développement, des troubles de comportement, qui vont être dévalorisés, etc. On va observer une petite atrophie du lobe frontal qui va jouer sur ses capacités cognitives, ses capacités de développement. Mais on observe aussi de la respiration buccale. Okay ? Donc aussi, l'air il rentre, mais il passe aussi par là, donc il oxygène aussi là. Et c'est du matériel de construction aussi. Okay ? Donc la respiration nasale, ce que je voulais dire d'autre dessus, c'est tout. Globalement, il faut respirer par le nez. Et y compris sur le mouvement, aujourd'hui, on sait que si on respire par le nez, et même pendant l'exercice physique, on augmente de 22% notre oxygénation. Donc que l'oxygène rentre dans les cellules, d'accord ? Et ensuite, on sait aussi que respirer par le nez, on peut atteindre 90%, voire 100% de notre charge maximale. Donc là où on croit qu'il faut absolument respirer par la bouche quand on fait de l'effort physique ou quand ça devient dur, non. Juste régulez votre effort, entraînez-vous déjà à marcher en respirant par le nez, ensuite accélérez un peu la marche, ensuite mettez un peu du jogging. Si vous mettez du jogging, ça tient et puis à un moment vous perdez la respiration nasale, vous repassez en marche. Okay, vous allez faire marche, footing, ou marche rapide, marche rapide. Okay. Ensuite vous allez pouvoir rajouter des escaliers, etc., du mouvement, etc. D'accord ? Et on peut même reproduire des entraînements, c'est ce que je propose dans mes stages, où on s'entraîne c'est comme si on reproduisait un entraînement à jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Parce que c'est en fait quand on passe en apnée, la saturation en oxygène elle descend, donc elle peut descendre jusqu'à moins de 90, voire 80% ou moins, d'accord ? Et c'est des concentrations en termes de saturation en oxygène qu'on retrouve si on va en altitude. Donc c'est comme si on s'entraînait en altitude. En fait, ici, vous pouvez vous entraîner à 5000 mètres d'altitude, reproduire, et bénéficier de tout ce que ça a fait. Les bénéfices de s'entraîner comme ça, alors en fait, c'est que quand on s'entraîne en faisant des rétentions, alors justement, c'est juste la prochaine partie. Ouais, ça va, je suis dans encore 5-10 minutes. Ouais, mais quand même, il faut que j'arrive à me gérer.
Parce que pour moi, c'est vraiment un challenge d'arriver à vous faire passer des contenus correctement en 1 heure. Et donc, je vais en parler juste après. Une question concernant quand on fait du sport, le fait d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Alors, vraiment, hein, s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est que le plus grand danger, c'est d'inspirer par la bouche. C'est d'inspirer par la bouche. Expirer par la bouche, ça va être moins grave. Ça va être en soi, ça va être pas grave, d'accord. Mais normalement, c'est réservé pour les grands essoufflements. Donc c'est vraiment si tu fais un effort qui commence à être intense. Mais entraîne-toi vraiment. Il y a aucune raison, si t'as pas spécialement en plus d'obstruction nasale ou quoi, que tu ne puisses pas respirer par le nez en faisant même des efforts très intenses. Ok. Donc déjà, faut y aller progressivement. Maintenant, tu vas à ton rythme. Mais en soi, pourquoi ne pas passer par le nez partout? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'était aussi par rapport à la respiration alternée, narine alternée. Chaque narine est reliée à un hémisphère cérébral. Donc, on n'oublie pas que j'inspire, j'expire, sympathique, parasympathique. Donc, sur l'expiration, il y a un enjeu au niveau parasympathique. Ok, donc il y a un enjeu aussi passer par le nez parce que c'est connecté à mes hémisphères cérébraux, qui eux régulent une moitié du corps chacun, et qui ont aussi des réseaux nerveux spécifiques. Donc c'est vraiment tout aujourd'hui tout montre que c'est plus intéressant de respirer par le nez. Sur certains moments, ça devient un petit peu plus dur. Tu préfères expirer par la bouche, bah t'y vas. C'est aussi, il faut que tu prennes du plaisir, il faut que tu arrives à faire les exercices que tu as envie de faire. Ok, mais ça peut être un entraînement parallèle, tu vois. Ou ça peut être au début sur une première partie de ton entraînement quand c'est effort faible, modéré, bah tu te concentres à être en nasal. Et puis après, tu te fais kiffer, entre guillemets, tu vois. Donc, respiration nasale alternée, ça va avoir un effet très équilibrant. Est-ce que vous avez senti entre la narine alternée et la première respiration qui était j'inspire et j'expire plus longtemps, exactement le même effet? Quelle différence vous avez senti? Bon, j'avais entendu ici, peut-être ça avait boosté un peu, c'était peut-être toi. Donc voilà, le rééquilibrage, il peut booster. Si on a tendance à être un petit peu trop en para, tu vois, un peu dans le mou, quoi, bah ça va réguler, d'accord. Donc ça va équilibrer. Donc un petit coup de boost, ça peut être aussi l'inverse. Mais en général, on a une sensation plus d'équilibre, un côté plus équilibrant, ok. Alors que l'autre, on a vraiment appuyé sur la pédale de frein, on se calme là, d'accord. On a vraiment stimulé le GABA, qui est un neurotransmetteur où on calme, et voilà. Excuse-moi, par exemple pour mon fils, là, pour l'apprentissage du mieux, avant qu'il apprenne une leçon, proposer un exercice de respiration alternée alors, si je me suis. Ah attends, ton fils, qu'est-ce qu'il a? Non, par exemple, pour apprendre une leçon, pour qu'il apprenne plus facilement, quel type d'exercice de respiration nasale pour le booster pour qu'il apprenne. Il a quel âge? Il a 13 ans. Ah oui, bon, 13 ans. Alors déjà, on va dire qu'en dessous de 10 ans, vraiment ce qui est important, et surtout sur les enfants plus jeunes, c'est qu'ils vous voient respirer. C'est juste tout simplement ça. Il y en a qui vont se prêter plus ou moins au jeu, il y en a qui vont faire l'inverse parce que voilà, ils vont tester des trucs, etc. Si vous voulez dire respirer par le nez, etc., il va faire comme ça, etc. D'accord. Donc après, il y a aussi des éducatifs avec des médias, ça peut être intéressant là pour le coup, qui regardent un écran et qui travaillent en même temps avec quelque chose de guidé, d'adapté. Mais sinon, c'est vraiment de faire avec eux et qui comprennent que pour sa figure d'autorité, que la respiration c'est quelque chose d'important et qu'il y a la puissance des neurones miroirs, ils absorbent énormément, c'est-à-dire qu'un enfant jusqu'à 7 ans, il absorbe à peu près 10 fois plus d'informations qu'un adulte, sachant qu'un adulte c'est à peu près 1 milliard au niveau subconscient. Un enfant c'est 10 ou 100 milliards, je sais plus, mais c'est 10 ou 100 fois plus, ça je sais plus, mais en gros ça absorbe énormément et les neurones miroirs, c'est-à-dire que ça se fait vraiment avec la face, ok. Donc si vous vous respirez par le nez, ça va rentrer et voilà. Et puis il y a des fois ils vont être plus réceptifs ou d'autres. Maintenant alors déjà, bien sûr, ce sera rare que vous trouviez, voilà, des séances de sport où il y a très peu d'éducateurs ou d'éducatrices ou de coachs qui sont sensibles à ça aujourd'hui. Maintenant, c'est de faire avec lui, de lui en parler, de l'amener des fois à des petits stages, des choses comme ça. Voilà, et à leurs 13 ans, il est largement en âge, hein. Et il est largement aussi en âge de comprendre ce qui se passe dans le corps.
Donc voilà, faut le mettre dedans, faut faire avec lui. Mais globalement, c'est respiration nasale. Toutes les respirations là qui vous paraissent bien ou bonnes pour vous, elles sont à 13 ans, il peut tout faire. La respiration carrée, comme elle stabilise davantage pour apprendre, ça peut être sympa. Du coup, ça met un instant. C'est ça. Ça peut être genre tu es là, l'instant présent et tu apprends. Oui, bah après voilà, en fonction des besoins, si c'est plus concentration, si c'est plus détente, si c'est plus équilibre, etc. Et ben voilà, des respirations associées. La carrée pour finir. Là, on crée un schéma mental, donc ça concentre, ça remet le mental dans quelque chose de concret, donc ça le reconcentre. Mais on y va de manière volontaire, on le maîtrise. Ça, c'est sama vitri. C'est sama, ça veut dire égal ou même, et vitri, ça veut dire distance. Donc c'est issu du pranayama. Et donc c'est une respiration qui est décrite comme étant la meilleure pour maîtriser l'art de la respiration rapidement. Parce qu'effectivement, on est sur les 4 phases. Il y a de l'apnée en haut, de l'apnée en bas. Apnée en haut, je monte en haut, je reste un peu en sympathique. Quand je descends en bas, j'atterris un peu comme un parachute sur le para. Voilà, et j'enchaîne. En même temps, je travaille la cadence. En même temps, il y a aussi des apnées, donc il y a une régulation biochimique. Okay, donc ça, j'en viens justement sur l'aspect, c'est qu'il y a 3 composantes à retenir sur la respiration fonctionnelle. Il y a le paramètre biochimique. Ok, votre respiration, il faut qu'elle soit d'une qualité biochimique, donc c'est-à-dire l'équilibre des gaz entre le CO2 et l'oxygène. D'accord ? Et en fait, c'est quoi ? C'est justement avec ces travaux de mini-rétention ou de rétention prolongée si on est sur d'autres niveaux d'entraînement. Et ça dépend d'un test qu'on va faire juste après. Et ben, l'idée c'est de réguler, de mettre le niveau de CO2 à la bonne norme pour que l'oxygène puisse se déverser de la meilleure des façons. Et qu'on puisse sortir de ces états aussi d'anxiété, de panique ou de désordre métabolique, qui est lié trop souvent à une expulsion trop rapide du CO2. Parce que si je fais ça, sous-entendu, si je fais, d'accord, si je fais ça, ou si je fais ça, c'est pas du tout le même temps pour que l'oxygène entre dans mes cellules. Donc quand on rentre sur des apnées prolongées, où on crée des réserves d'oxygène et on rentre sur des apnées vraiment prolongées, bah là l'oxygène, là on parle de guérison. Là on parle vraiment de guérison. Parce que là l'oxygène il va aller très loin. C'est ça notamment les respirations Wim Hof, ou des respirations où on va faire des apnées difficiles, où on va vraiment augmenter le niveau de CO2. Et là derrière, quand on fait ça en fait, il y a ce qu'on appelle le facteur induit à l'hypoxie, qui est un facteur lié à une apnée. Donc on passe en hypoxie, c'est-à-dire sans oxygène, ok, en tout cas très basse. Donc on fait baisser la saturation en oxygène. Et quand c'est ça, le corps il croit que c'est très grand danger. Et là il y a l'ADN qui commence à s'en mêler. Là attention, ça rigole plus. Il va envoyer un facteur, ça s'appelle comme ça, un facteur induit à l'hypoxie. Et ce facteur-là va stimuler la production d'EPO. Vous avez entendu parler de cyclisme et d'EPO. Donc l'EPO, ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Comment ça booste ? Ouais, ça augmente l'hématocrite. Du coup, ça augmente la production de globules rouges. Donc on peut augmenter notre réserve en oxygène. C'est-à-dire qu'au moment où on inspire, ça arrive dans mes poumons. Le moment où l'hémoglobine au niveau de mes poumons se charge en oxygène, et ben là, j'augmente le nombre de cabines dans le sang. Il y a plus de personnes qui peuvent rentrer dans le bateau. Ok ? Donc du coup, ça sécrète de l'EPO, on augmente la production de globules rouges, on augmente sa capacité à attacher de l'oxygène. Et donc derrière aussi, il y a aussi tous les phénomènes, c'est ça qui est génial, qui est de régulation du CO2. Donc en même temps qu'on augmente les capacités de transporter de l'oxygène, on augmente la capacité à faire rentrer l'oxygène dans les cellules. Ce qui est 2 processus différents. Ainsi, un sportif qui se envoie de l'EPO, il va augmenter ses capacités de transport d'oxygène, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a un bon processus pour faire rentrer l'oxygène dans ses cellules, d'accord ? Donc on augmente ça. C'est ça qui se passe en fait, notamment aussi quand on reproduit en altitude. Ce que tu disais. Donc voilà. C'est ça qui se passe. Donc composante biochimique. Deuxième aspect de la respiration fonctionnelle, la composante biomécanique. L'idée, c'est qu'en gros, vous mettez vos côtes là, vos doigts au niveau des 2 dernières côtes. Si vous inspirez, il faut que vous sentiez vos côtes s'élargir. Ok, je vais m'arrêter là, parce qu'après on le voit en stage, mais
Si vous sentez vos côtes, vous mettez sur vos 2 dernières côtes, y compris derrière, hein, voilà. Ça veut dire que si ça s'étend, ça veut dire que c'est votre diaphragme que vous mobilisez. Ok, parce que le diaphragme il est en coupole, en parapluie, partout là. Donc si ça bouge, c'est cool. Si ça bouge pas, il faut s'entraîner. Parce que le diaphragme il joue un grand rôle dans la pression cardiovasculaire. Et s'il est en perte de mobilité, aussi on va avoir une perte de massage intestinal, de toutes les viscères en fait. Ok, donc c'est super important et c'est une composante. On sait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a de la biochimie qui est déréglée au niveau de l'équilibre des gaz, il utilise de manière dysfonctionnelle son diaphragme. Okay, donc c'est pour ça que la posture est aussi importante. Pas être trop en avant ou être trop cambré. Voilà, c'est pour ça que la posture elle est importante quand vous respirez. Et la troisième composante, c'est la composante psychophysiologique. Donc ça, c'est la capacité à gérer son rythme respiratoire. La respiration carrée, par exemple, c'est un bon exercice pour ça. Vous allez faire carré 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, etc. Et vous pourrez monter peut-être même jusqu'à 7, 8, même jusqu'à 15. Ok, 15, 15, 15, 15. Là, vous allez gérer la cadence. Être capable d'inspirer, d'expirer sur 6 secondes ou 5 secondes. Et c'est ça, hein, le fondamental de ce paramètre-là. En fait, c'était sur le rythme de la cohérence cardiaque. Donc le paramètre psychophysiologique, en fait, c'est de pouvoir stimuler le nerf vague, qui est un autre système nerveux en parallèle, et que quand il est stimulé, il va réguler l'équilibre entre les pulsions sympathiques et parasympathiques. Quand vous faites un malaise vagal, ok, on s'écroule, on s'évanouit, on a la tête qui tourne, c'est parce qu'on le subit. C'est en fait le corps, il y a eu beaucoup trop de pulsions au niveau sympathique, au niveau du système sympathique donc qui excite, et là c'est lié aussi au CO2, au récepteur dont je vous ai parlé, et là le corps il dit voilà, gros danger, et il dit à son général, son bras droit qui est le système vagal, coupe-moi ça parce que là l'autre il fait n'importe quoi, d'accord, l'autre c'est moi. Donc moi mon cerveau il va parler à mon vagal et sans que je puisse agir dessus, il va dire coupe-moi tout ça, on le calcule pas, il fait n'importe quoi, et là bye bye. Et là parasympathique, il appuie sur le parasympathique. Et de la même manière, quand j'ai un coup émotionnel qui me met hors de moi, c'est la même chose dans l'autre sens. Ok? Quoi, j'étais calme, je suis tranquille, on vient me faire chier et il me dit ça, comment hostile? Pouah, vas-y, le vagal il est là, vas-y, démonte-le, boum, il appuie sur sympathique, quoi? Voilà, même chose, mais dans l'autre sens. Vous voyez? Donc là, quand on est sur le paramètre psychophysiologique, ok, on va reprendre le contrôle sur ce système nerveux autonome en se reconnectant au système vagal. D'accord? Parce que quand on respire en 5-5 ou en 6-6, 6 secondes, d'accord? Et vous retrouverez d'ailleurs ça dans toutes les religions, passant par l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, Afrique du Nord, Afrique noire, Moyen-Orient, tout, yoga, tout, ils avaient tous le rythme sacré de 5,5. 5,5 secondes à l'inspi, à l'expi. D'accord? Vous pourrez vous amuser à regarder, pareil, tout. Le chapelet catholique, c'est sur ce rythme-là. Le home, je sais plus quoi en yoga, c'est calibré sur ça, etc., etc. D'accord? Comment? Oui, au niveau de l'Ayurveda, mais je cherchais il dit home, je sais plus quoi. Voilà. Et donc, quand vous êtes là-dessus, vous vous calibrez sur le nerf vague et qui produit de la sérotonine entre autres. Donc, quand vous êtes là-dessus, à la fois vous refroidissez, à la fois vous recalibrez et aussi vous produisez des molécules anti-inflammatoires. Okay, c'est le seul nerveux quand vous le stimulez qui produit aussi l'anti-inflammatoire. Et en plus de ça, ça régule notamment le cortisol. Hein. Donc sachez que quand vous avez des soucis au niveau du sommeil, c'est qu'en fait le niveau de cortisol il reste trop élevé, trop longtemps. Donc l'activité sportive c'est intéressant parce que ça vient contrecarrer ça. Et en même temps il y a une production aussi d'ocytocine, mais derrière il faut aussi être capable d'associer une bonne respiration pour réguler ça. Donc faire de la cohérence cardiaque ou juste une respiration où on va appuyer sur la pédale de frein ou on va respirer en arène alternée en 5-5,
matin et soir, au bout de rien que déjà d'une semaine, vous verrez beaucoup de bienfaits. Ok ? Donc voici les 3 composantes d'une respiration fonctionnelle. Donc ça fait du travail, mais en soi, c'est juste je me tiens droit, je mets mes mains là, je respire tranquillement, j'ai pas besoin d'inspirer beaucoup, parce que vous avez compris que l'idée c'est vraiment cette injonction, vas-y prends une grande inspiration. Quand tu es stressé, tu vas faire, bah non en fait tu es en train d'encore plus te stresser, d'accord ? Et tu peux prendre autant d'air que tu veux, tu es déjà saturé entre 95 et 99%. Donc l'idée c'est plutôt d'expirer. C'est complètement contre-intuitif. Ok ? Pareil, si vous commencez à faire du sport de manière plus longue, vous allez voir que vous allez tenir. On sait aujourd'hui que respirer moins, avoir une respiration un peu réduite, vous augmentez vos performances. Vous les maintenez ou vous les augmentez. Il n'y a pas besoin de ventiler en fait. Moi, quand j'ai découvert ça, c'était un choc. Donc voilà, ça c'est les 3 composantes. Ok. Et je finis par le test parce que comme ça au moins après on verra, je pourrais donner d'autres choses. Mais le test c'est simple et on va le faire. C'est ce qu'on appelle le test Bolt. Le test Bolt, ça je vous encourage au début à le faire. Tous les 2-3 jours. Et vous faites 1 ou 2 petits exercices entre les deux de respiration. Et donc c'est le Body Oxygen Level Test. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle la pause de contrôle en français. On va simplement se relaxer, respirer au niveau nasal, on va en faire 3. Et puis je vais inspirer, expirer. J'expire naturellement et je bloque, comme tout à l'heure. Je bloque et moi je vais vous donner des paliers, 5, 10, 15, 20, 25. Ok ? La clé c'est quand vous allez sentir un premier instinct de reprendre votre respiration, ok ? Premier niveau où ça commence à être désagréable, ça peut s'associer avec un petit inconfort ou un petit spasme au niveau du diaphragme ou une petite constriction au niveau de la gorge, ok ? Ou aussi une petite chaleur éventuellement. Mais le premier envie de respirer, vous reprenez votre respiration par le nez, tout se fait en nasal. Et pour valider un palier, il faut que dès que vous reprenez votre respiration, ce soit comme si c'était rien passé, comme maintenant. Ok ? Première respiration, elle peut être un petit peu plus déséquilibrée, mais à partir de la deuxième directe, il faut que ce soit normal. Par contre, si vous réinspirez dès la première en mode comme ça, genre c'est perte de contrôle, ça valide pas. Ok ? Donc, quand vous reprenez votre respiration, ça doit être tranquille. On va le faire 2 fois et vous allez essayer de valider 2 paliers. Ok ? Donc, soit le premier palier, ça va être facile, soit le premier palier, ça va être trop difficile et vous allez vous arrêter 5 secondes avant, ou alors vous ferez 5 secondes après si c'était facile. Ok, c'est clair ? Allez, on y va. Et après, je donne la parole. Donc, voilà. Mettez-vous à l'aise, fermez les yeux, détendez-vous, passez en respiration nasale et on va partir très rapidement. Respiration nasale. J'inspire, j'expire. Petite respiration. Allez, dernière inspire. Et dernière expire. On expire et on bouge son nez. Allez, tout le monde bouge son nez, c'est parti. En rétention. Et je vous donne les paliers. Et 5 secondes. Et quand vous aurez besoin vraiment une première envie de respirer, vous reprenez votre respiration. 10 secondes. 15 secondes. 20 secondes. Tout le monde va reprendre 25. Tout le monde reprend maintenant. Respiration nasale. Voilà, 2 respirations. Normalement, c'est comme si c'était rien passé. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ouais, ça a été ? Tout le monde, ça a été ? Ouais, facile ? Ok, super. Donc voilà, c'est rare, mais c'est bien. 25, c'est le palier moyen. Enfin, ça veut dire que votre respiration, elle est relativement fonctionnelle. Il n'y a pas de gros désordre. Et ça prend en compte les 3 composantes dont je vous ai parlé juste avant. Quand on est en dessous de 25, il y a dysfonction. Quand on est en dessous de 15, c'est très problématique. Okay ? Quand on est à 5, il faut appeler les urgences. Okay ? Mais en gros, en dessous de 15, ça commence à être très problématique. Donc là, si vous avez fait on est d'accord, vous avez expiré et vous avez retenu votre respiration. Super. Ok ? On se fait une deuxième fois. Du coup, là, vous allez être en autonomie.
25, je vais passer 25, je vais dire 30, 35, 40, voilà. Et vous, comme ça, vous allez pouvoir voir votre deuxième test. Ok? Allez, on y va? Fermez les yeux, relâchez-vous. On en fait 2, j'inspire, j'expire. Allez, dernière, inspire, et expire. Et on bouche le nez, on part en rétention. C'est parti. « 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ah, c'était trop loin là. Et là, comment ça va? Là, après, la respiration la première était un peu... Ça va? Ça a été la première dès la reprise? Super. Alors toi, t'es allé un peu loin. Ah là, on n'est pas sur une apnée max. Après, il y a d'autres tests. Il y a le test où apnée à fond. Mais du coup, là, t'es allé un peu loin. Mais par contre, je pense que tu peux aller faire 30 déjà. Ok, vous voyez. Et donc voilà, faites-vous rien que déjà 3 fois 5 minutes ou 2 fois 10 minutes dans une journée. Faites ça pendant une semaine. Tous les 2 ou 3 jours, vous faites ce test-là. Et voilà, et l'objectif, c'est qu'il augmente. C'est le test de la pose de contrôle, ouais, ou le test BOLT, B-O-L-T. Et ça, c'est vraiment un test fondamental. Donc, qu'on utilise aussi dans le domaine médical. Et qui derrière, voilà, dit si vous pouvez, par exemple, faire des entraînements de simulation en altitude. Parce que sinon, il y a d'autres respirations avant. Ok? Et ben voilà pour moi, j'avais prévu de vous parler derrière de l'intention, de la respiration, mais voilà, je pourrais pas. Non, mais après. Ça va faire écho avec ce que tu dis. Mais... Et puis de la porte aussi vers l'émotionnel pour introduire vers Caroline, mais voilà.